J'ai demandé à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. Accord cadre d'Addis Abeba en faveur d'une paix durable dans l'est de la RDC. Tous les signataires ont l'obligation de ne pas porter un quelconque soutien au mouvement rebelle M23. Les mécanismes d'application de cet accord signé à Kampala feront l'objet d'une étude profonde. Pendant ces temps, à Kinshasa, les structures de la société civile déplorent l'oubli de points importants qui pouvaient être relevés dans ces documents. La nouvelle société civile congolaise a fait allusion aux 6 millions de morts à l'est de la RDC. Dans la rue de la capitale, les avis sont partagés au sujet de cet accord cadre. Si les uns applaudissent, les autres par contre sont sceptiques quant à l'issue de cet accord. Enfin, dans l'affaire Assemblée provinciale de l'Équateur contre le gouverneur Jean-Claude Baïndé, devant la Cour suprême de justice, la haute instance judiciaire dit avoir trouvé des irrégularités dans la saisine. Les deux parties devront revenir dans 3 semaines pour la suite de l'instruction. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir. Le secrétaire général des Nations Unies a exprimé son souci d'imposer la paix à l'est de la RDC au cours d'un point de presse tenu juste après la signature de l'accord cadre le dimanche à Addis Abeba. Le président de la RDC a quant à lui échangé avec ses homologues ougandais et sud-africains ainsi qu'avec le secrétaire général des Nations Unies pour s'imprégner de cet accord cadre. Je vous propose ce reportage de la presse présidentielle. En marge de la cérémonie des signatures de l'accord cadre, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a rencontré quelques-uns de ses homologues chefs d'État. Il a eu des entretiens nourris avec les présidents rwandais Paul Kagame, le sud-soudanais Salva Kiir Mavardit. Joseph Kabila Kabange a également assisté à une rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies et la délégation ougandaise conduite par son vice-président. Si rien n'a filtré de toutes ces rencontres, la République démocratique du Congo, plus que concernée par l'accord cadre signé ce 24 février 2013 à Addis Abeba, Joseph Kabila Kabange se devait d'approfondir certains sujets avec notamment le président rwandais Paul Kagame pour s'assurer d'une meilleure mise en œuvre des clauses contenues dans le texte signé à Addis Abeba. D'autre part, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris part à la conférence de presse qui a sanctionné la cérémonie des signatures de l'accord cadre. Devant les chevaliers de la plume, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, se déclare pressé par le déploiement de la brigade d'interposition face à la détérioration de la situation sur le terrain en RDC. Cela ne peut plus durer. Il ajoute également que la mission de cette brigade sera celle d'imposition de la paix et non d'observation. Après la signature de l'accord cadre, les réactions fusent de partout. Si les uns saluent cette initiative de l'ONU censée mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la RDC, les autres par contre pensent que cet accord n'est qu'une machine qui vient favoriser le projet de la balkanisation de la RDC. Thierry Kassongo et Evelyne Chibola.
Une signature qui ne laisse pas indifférents les Congolais qui en ont marre d'entendre les armes retentir tous les jours dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la classe politique, l'événement est commenté selon les tendances. Majorité, opposition et société civile, chaque parti y va de son commentaire. Très souvent, on peut signer un accord qui est très ambitieux pour la République, mais souvent dans la mise en pratique, dans la manière de réaliser nos responsabilités telles qu'engagées, ça risque de, très souvent, ça laisse à désirer. Donc une manière d'engager notre gouvernement à prendre les choses réellement au sérieux et à tout mettre en œuvre pour que le pari Congo soit gagné. Je constate que le gouvernement a commis une grave erreur d'accepter de signer cet accord. À la limite, c'est même une trahison. Parce que formellement, on parle de sauvegarder la souveraineté de la RDC. Dans les termes de l'accord, quand vous le lisez très attentivement, on n'a fait que renforcer la mise sous tutelle de la RDC. On dit la MONUSCO, c'est une des solutions. Et les solutions en quoi? Nous avons toujours vécu avec cette MONUSCO qui était MONUC, qui est devenue MONUSCO. Et jusqu'alors, les populations fuient les villages, les forces négatives attaquent, tuent, pillent. Et le MONUSCO est en train de protéger qui? Qu'à cela ne tienne, l'accord est signé. C'est son application qui est attendue par tous. Pour sa part, la nouvelle société civile congolaise estime que le 11 points de cet accord comporte des zones d'ombre ou encore de non-dits. Cette structure de défense des citoyens ordinaires recommande pour ce faire la tenue urgente du Forum national en vue de mettre fin aux crises multiformes qui déstabilisent la RDC. Marie-Jeanne Bibomba et Baby Malobo. L'initiative est saluée à la nouvelle société civile congolaise car c'est un pas vers la sortie des crises dans la partie est de la RDC. Cependant, la nouvelle société civile congolaise déplore la non prise en compte de points importants, à savoir le calvaire qu'endurent plus de 2 millions de déplacés internes et surtout la justice internationale pour les 6 millions de morts. Nous sommes inquiets dans la mesure où il y a des non-dits dans cet accord. Vous allez vous rendre compte que dans cet accord, on ne fait pas mention aux plus de 2 millions de déplacés. On ne fait pas mention à la justice qui doit être rendue à plus de 6 millions de Congolais tués. On ne fait même pas mention à plus de 10 milliards que l'Ouganda devait payer à la RDC en termes de dommages et intérêts que la RDC a subis. Mais curieusement, alors qu'on disait que le M23 était un mouvement rebelle congolais, curieusement, le M23 n'est pas associé à la signature de cet accord. La nouvelle société civile congolaise recommande la tenue du Forum national pour mettre fin définitivement à la crise qui secoue la RDC. Qu'on demande au Rwanda et à l'Ouganda d'organiser leur dialogue interne parce que les FDLR, les FNL, les LRA constituent les prétextes pour ces pays-là de tout le temps faire l'incursion dans notre pays. Qu'on insiste, que la communauté internationale insiste sur le Rwanda et l'Ouganda. Une mobilisation générale est lancée en vue de faire échec à toute tentative de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Dans les rues de la capitale, la signature de l'accord cadre ne surprend en rien le quelques Quinois rencontrés ce matin au centre des affaires Si pour Lausanne. Cet accord constitue une voie de sortie à la crise en RDC. Les autres, par contre, le considèrent comme une mascarade pour distraire la population. La solution, selon eux, viendrait ailleurs. On les écoute au micro d'Éric Ngamba. Défendre que ces pays, c'est que nous-mêmes les Congolais. On doit organiser une plénière spéciale au Parlement pour que les parlementaires s'expriment par rapport à la quintessence de cette locale. Voilà ce que moi je peux vous dire, c'est une bonne idée parce que pour la paix, il faut chercher tous les mécanismes. Mais il faut que le mécanisme soit propre, bienséant pour l'intérêt supérieur de la nation. Je pense qu'un pas a été franchi et il faudra que les Congolais puissent capitaliser cet accord parce que c'est une lueur d'espoir pour la population de l'Est. Nous pensons que le gouvernement de la République doit saisir cette opportunité
pour régler une fois pour toutes la question récurrente de l'Est. Mais si c'est un accord qui est en faveur de la République, c'est-à-dire pour que les autres ne viennent plus nous déranger très prochainement, nous supposons que ça va bien. Le gouvernement de la République doit prendre des mesures, doit anticiper, n'est-ce pas? Anticiper dans le sens de se préparer par rapport au cas où ces accords ne seraient pas respectés par l'autre partie, de développer des mécanismes de protection de sa population. L'accord cadre attendu par tous les Congolais a été signé le week-end dernier dans la capitale éthiopienne en présence de tous les pays membres de la CIRGL et de la SADC. Cet accord est censé trouver une solution à la crise qui secoue la partie orientale de la RDC. Retour sur les grands points de cet accord dans ce commentaire de la rédaction sous la voix d'Oscar Bakandoa. Cet accord porte les signatures des 11 chefs d'État de la CIRGL et de la SADC. Malheureusement, la question de la force neutre et de l'application du chapitre 7 du mandat de la MONUSCO est renvoyée au calendrier grec. 11 États et 4 institutions sont ainsi appelés à conduire à bon port l'accord du 24 février 2013. Des exigences sont faites au gouvernement de la RDC, aux pays signataires de la région et à la communauté internationale. Les principales énoncés attendront la mise en place des mécanismes d'exécution. Ce 15e accord du genre serait considéré comme susceptible de mettre un terme au cycle de violences récurrentes. La RDC, qui doit poursuivre les réformes entamées dans le secteur de la sécurité, de la consolidation de l'autorité de l'État, en empêchant aux groupes armés de déstabiliser les pays voisins, de la décentralisation, devrait également toucher à la promotion structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances, et promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Les États frontaliers sont invités à ne pas s'ingérer dans les affaires internes des voisins, alors qu'obligation est faite de renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question d'exploitation des ressources naturelles. Plutôt que de s'engager en faveur de la détermination sans équivoque de la mission de la force neutre ou d'interposition, une force avait comme mandat clair l'imposition de la paix dans l'est de la RDC. Ce principe primordial aurait dû être énoncé. Laissant perplexes les Congolais, l'accord se contente de proposer une revue stratégique de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'État. Des circonlocutions qui ne rencontrent pas les attentes d'un peuple fatigué par des assauts injustifiés des voisins prédateurs. Pendant ce temps, à Kampala, les choses tournent en rond. François Mwamba, membre de la délégation gouvernementale, salue la signature de cet accord cadre. Il regrette que les pourparlers de Kampala soient tirés en longueur par la médiation ougandaise. Son souhait est de voir l'accord cadre d'Addis Abeba prendre la relève. François Mwamba est joint au téléphone par Serge Kouete. La médiation a les deux points là, sécurité et politique. Ils savent parfaitement quelles sont les positions des uns et des autres. Nous attendons maintenant, c'est là où nous sommes, nous attendons, comme pour le premier point, que la médiation puisse conclure. Ils ne le font pas, et entre-temps, il y a Addis Abeba qui s'est mis en place. Notre mission arrivée à Addis Abeba, on a bien vu qu'il a fallu 3 mois. Et je crois que c'est aussi un résultat indirect, c'est d'avoir permis par ces discussions de faire en sorte que pendant ce temps-là, la guerre ne reprenne pas dans le nord. Maintenant qu'on a les résultats d'Addis Abeba, de deux choses l'une, ou Kampala conclut, et donc il y aura un résultat global politique. S'il n'y a pas de conclusion sur les 2 derniers points par l'Ouganda, il est clair que le mécanisme qui est prévu par ailleurs au niveau d'Addis Abeba va se mettre en branle et les gens qui sont sur le terrain, identifiés comme forces vives, qu'ils soient, en ce qui concerne s'il n'y avait pas de solution politique, ils seront frappés. Voilà très précisément où en sont les choses. Maintenant, la durée, c'est vrai, nous avons entendu ce que le président de la République a indiqué, 3 mois c'est trop long. Maintenant, dans les 15 jours qui viennent, à la fin, il faut que l'Ouganda réagisse ou nous renvoie à la maison en disant qu'ils ne peuvent pas trancher. Alors, à partir de cette année, heureusement,
Addis Abeba est là et Addis Abeba prendra le relais. Pour parler de Kampala, accord cadre d'Addis Abeba et dialogue national, voilà les 3 fronts sur lesquels la RDC s'est engagée pour parvenir à une paix durable dans la partie est du pays. Près de 3 mois à Kampala, le pays vibre au rythme des négociations qui n'arrivent pas à un résultat escompté. La rédaction de Télé 7 fait un tour d'horizon de toutes ces négociations avec Doudou Ndombe. La RDC est dans un tournant décisif de son histoire, alors que sa partie orientale est victime des cabales montées par les ennemis du peuple en vue de tuer la population et faire main basse sur les minerais. Pour établir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national en général et dans la partie orientale en particulier, la RDC s'est lancée sur 3 fronts, à savoir les pourparlers de Kampala, la signature de l'accord cadre et le dialogue national est en vue pour renforcer la cohésion nationale. Face à tous ces fronts, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les meilleurs fronts, d'où sortira la meilleure réponse pour une paix durable au pays de Patrice Emery Lumumba. Toute tentative pour trouver une voie de sortie n'aboutisse, les pourparlers de Kampala en est une illustration. Plus de 3 mois déjà à Kampala, les signataires ont du mal à se mettre d'accord. Le président Joseph Kabila a d'ailleurs instruit ces derniers de boucler les travaux au plus tard le 15 mars. L'accord cadre qui vient voler la vedette aux autres concepts est perçu d'un mauvais œil par une certaine opinion. C'est la communauté internationale qui préside maintenant à la destinée du Congo démocratique sans vraiment que celle-ci ait une place de choix dans la résolution de la crise qui est sienne. Avec cette manière de faire les choses, la balkanisation de la RDC est imminente à l'image de la Yougoslavie et le Soudan. Tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Que dire du dialogue national? Aussitôt le mot lâché, c'est toute la classe politique qui en est en ébullition jusqu'à en perdre son sens, tellement chacun veut faire passer ses idées. La population attend une seule chose, le retour de la paix dans la région. Les grands centres urbains sont appelés à augmenter leur production alimentaire pour approvisionner tout le pays. Le point a été débattu cet avant-midi à la réunion de la Troïka. Le Premier ministre a présidé également la réunion thématique du secteur productif. Le gouvernement compte redresser les activités ferroviaires. Encore une fois, Doudou Ndombe. La RDC a tendance à plus s'approvisionner en produits importés. La production locale est non seulement insuffisante, mais surtout le secteur n'est pas bien canalisé pour répondre aux besoins des consommateurs. Le gouvernement s'engage à mettre en place une vraie chaîne favorisant l'offre sur le marché local des produits alimentaires locaux. Il est vrai qu'aujourd'hui on est quasi, à part certains produits comme le maïs ou le manioc, mais nous sommes encore largement dépendants par rapport aux produits importés. Alors que dans nos villes, autour de Kinshasa, autour de nos centres urbains, il y a quand même une production locale de viande, qu'il s'agisse des porcs, qu'il s'agisse des volailles. Mais il n'existe pas une chaîne qui puisse permettre que ces produits soient mis sur le marché de manière aisée. Il est à noter qu'une délégation du FMI séjournera à Kinshasa au mois de mars prochain pour démarrer les négociations en vue de conclure un nouveau programme formel avec le gouvernement. À la réunion thématique, il était question de la relance du secteur ferroviaire. Et la situation de l'activité ferroviaire au niveau de la SNCC, et la nécessité qu'il y a donc de redresser cette entreprise pour redynamiser pratiquement l'économie dans toute la partie sud du pays. Le corridor ouest-Kolwezi dit Lolo-Lobito doit être réhabilité d'urgence. Une étude de faisabilité sera menée à cet effet pour connaître le coût des travaux. Face à face ce lundi, la Banque centrale du Congo et les institutions de microfinance agréées. Cette première rencontre de 2 jours permettra aux participants et aux bailleurs de fonds de se connaître pour consolider le secteur de la microfinance. La cérémonie a eu lieu au cercle de Kinshasa à Gombe. Anita Luamboa et Pati Alouma. L'amélioration de l'inclusion financière doit nécessairement passer par la microfinance. Ces phrases sont de Jean-Claude Massangou, gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'est dans ce cadre que l'Institut d'émission a réuni pour la première fois toutes les structures des microfinances en vue de créer un cadre d'échange sur les différentes thématiques qui concernent la microfinance.
Au nom du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Willy Moudiaï, directeur de la surveillance des intermédiaires financiers, a insisté sur le fait que la microfinance permet l'amélioration de la gestion des populations à faible revenu. Comme il est de coutume à l'Institut d'émission, des rencontres sont organisées avec les acteurs financiers en vue d'échanger sur le secteur, en vue de s'assurer de la bonne interprétation des textes légaux et réglementaires et leur adaptation aux standards internationaux, de vous mettre au parfum des grands enjeux du moment et de la vision de l'Institut d'émission sur un secteur spécifique, de vous informer des projets en cours, projets visant à moderniser notre système financier. Les participants, quant à eux, émettent le vœu de voir cette synergie concourir à la lutte contre la pauvreté. C'est un bon panel pour les échanges, discuter aussi les futurs du secteur. Par rapport à la stratégie que la Banque centrale a par rapport à cette échéance de 2014 à 2016, de permettre aux institutions de revoir aussi leur stratégie. À travers les IMF, la Banque centrale du Congo compte offrir à la population un service de qualité, efficace et efficient en vue d'améliorer le bien-être social de la population. À l'enseignement supérieur et universitaire, le torchon brûle entre l'association des professeurs de l'UNIKIN à Pukin et le conseil de professeurs d'université du Congo au sujet des véhicules. L'affaire a été portée devant la justice par le conseil de professeurs pour réclamer les véhicules de ses membres. Au cours de son assemblée générale samedi dernier, Apukin dénonce cette attitude et demande le retrait pur et simple de cette plainte. Oscar Bakandoa et Baby Malobo. L'association des professeurs de Kinshasa n'a pas été d'accord avec le conseil des professeurs d'université du Congo qui a saisi la justice dans l'affaire de 150 véhicules revenant à ses membres. L'Assemblée générale de la Pukin est claire sur ce dossier. Personne d'entre les plaignants n'était professeur et donc personne d'entre eux n'était pris en compte dans le dossier véhicule. Face à cette situation déplorable et injuste, l'Assemblée des professeurs de l'Université de Kinshasa recommande le retrait de la plainte dans un délai de 3 jours. Faute de quoi, le comité exécutif est autorisé à appliquer la sanction prévue dans les statuts. Sanction appliquée à l'encontre de ces plaignants qui savent qu'ils n'ont pas droit à ce lot de véhicules. Ceux qui revendiquent actuellement les véhicules n'étaient pas encore professeurs au moment où le contrat d'achat de voitures a été signé. Lutter contre la mortalité maternelle et offrir le meilleur soin pour une maternité sans risque, c'est l'un des objectifs que s'est assigné la FMD, Fondation médicale pour le développement. Pour y arriver, cette ONG a organisé une journée de sensibilisation sur la planification familiale samedi dernier à l'intention des populations de la commune de Kimbantseke. Objectif, amener ces populations à s'approprier cette lutte. Bijumbouyi et Job Mpeke. Malgré la pluie et le mauvais état des routes, les responsables de la Fondation médicale pour le développement ont tenu à remplir leur mission, apporter l'information auprès de la population de cette bourgade, l'une des plus reculées et défavorisées de la ville de Kinshasa. Non à la naissance irresponsable, ce thème a été bien choisi au regard des réalités de cette contrée où le Programme national de la santé et de la reproduction note plusieurs naissances. C'est à travers un échange interactif que le message de sensibilisation parvient à la cible. Une manière pour la FMD de concrétiser sa lutte contre la mortalité maternelle. Nous avons constaté qu'il y avait quand même beaucoup de grossesses non désirées, et surtout dans ces contrées de Kimbantseke où nous sommes. Alors ça valait quand même la peine dans ces mois de la femme, grâce à la Fondation médicale pour le développement, il fallait essayer un peu d'animer quelques séances sur la planification familiale. Donc nous étions ici, nous avons quand même exposé en disant à tous celui qui était là qu'il existait des sortes de méthodes de planification familiale. Il y avait la méthode naturelle et la méthode artificielle. La FMD peut s'estimer heureuse. Son message a été bien reçu. En témoignent les propos de cette participante. La Fondation médicale pour le développement a rempli sa mission, quitte à l'auditoire de mettre à présent tous les enseignements reçus en pratique.
C'est la seule voie qui mènera à la réduction de la mortalité maternelle en RDC. Et c'est autour d'un cocktail que la manifestation se clôture, comme d'habitude, dans un esprit bon enfant. La Cour suprême de justice vient de renvoyer à un délai de 3 semaines l'affaire qui oppose Jean-Claude Baïndé et l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La Cour, qui dit n'avoir pas été saisie du dossier, invite les deux parties à aller se préparer dans le respect de la procédure. Les détails dans nos prochaines éditions. Rosa Wazi nous rejoint pour lire le journal paru ce lundi dans la capitale congolaise et c'est la revue de presse. Un seul titre fait la une de journaux parus ce lundi à Kinshasa. Les potentiels précisent que l'accord cadre signé à Addis Abeba Demos vient de livrer ses secrets. On en veut pour preuve ces titres qui dit tout. Accord cadre d'Addis Abeba, ni force d'intervention, ni chapitre 7. Le confrère renchérit que les 11 pays qui ont signé cet accord cadre ont renvoyé au calendrier grec la question de la force neutre et de l'application du chapitre 7. Par la force de la MONUSCO, le journal conclut que la signature de cet accord cadre ne rencontre pas les attentes d'un peuple fatigué par des assauts injustifiés de voisins prédateurs. La référence plus s'est réjouie pour sa part de la signature de cet accord de paix. Le journal parle d'un espoir pour un retour de la paix à l'est du pays. Pour l'avenir, l'accord cadre est signé, mais les dur reste à faire. Les confrères ajoutent que les signataires doivent donner suite à leurs engagements par des actions concrètes et visibles sur le terrain. Les phares voient la RDC piégée par la signature de cet accord cadre. Pour le journal, dès lors que le texte signé à Addis Abeba est resté muet au sujet des engagements précis du Rwanda et du Burundi, les rebelles du M23 peuvent se frotter les mains. Et les confrères s'inquiètent que cet accord ne fait pas allusion au Rwanda et l'Ouganda, les principaux sponsors du M23 en argent, armes, munitions et en logistique. L'observateur est convaincu que les signataires sont mis devant leurs responsabilités. Ils sont obligés à respecter la souveraineté de leurs voisins. Les confrères estiment que c'est un défi difficile à relever compte tenu des enjeux géostratégiques et économiques que représente le Congo-Kinshasa avec ses nombreuses richesses, surtout minières. Les palmarès croient détenir quelques révélations sur cet accord cadre. Le journal renseigne que ces documents interdisent aux pays voisins de la RDC de soutenir le mouvement rebelle et encouragent une série de réformes en vue de l'instauration d'un état de droit dans l'est de la RDC où les institutions gouvernementales sont particulièrement faibles et quasi inexistantes. Terminons avec les bâtisseurs qui annoncent les retours de l'UDPS dans le processus démocratique. Les partis d'Étienne Tshisekedi devraient prendre part au dialogue national. Les confrères expliquent que la communauté internationale tient coûte que coûte à l'implication de l'UDPS dans le processus démocratique en cours dans notre pays. Et c'est la fin de cette revue de presse. Nadine Laing. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.
gars, viens me voir, viens. Combien de portables j'ai? Hicham a 4 portables. Ça,